Alors, ce que je vais vous présenter, c'est pas quelque chose que j'ai fait en mon nom propre, c'est le produit encore en cours d'une équipe, donc c'est un travail pour lequel on est déjà assez avancé, mais qui n'est pas tout à fait terminé, et je vais essayer d'en tirer quelques réflexions qui, j'espère, pourront vous intéresser et susciter la discussion. Donc, l'intervention s'intitule « Enfants agités, parcours mouvementé ». C'est effectivement tiré d'une recherche collective sur les enfants agités. Alors j'essaye tout de suite de préciser, même si vous allez voir que je ne vais pas être justement à dessein trop précis, ce qu'on entend par enfant agité. On est entré dans cette recherche par la notion d'agitation justement parce qu'on a cherché une notion suffisamment large et qu'on n'a pas voulu, comme c'est assez souvent le cas sur ces questions-là, entrer par un diagnostic. Par exemple, il y avait des gens dans le labo, dans l'équipe même, qui avaient envie d'un travail sur un diagnostic particulier. Il y en a qui ont proposé le diagnostic de TDAH. Nous, on a insisté pour justement ne pas entrer par un diagnostic, mais par, alors, l'agitation, on peut voir ça comme un symptôme d'une manière générale, parce que une de nos questions, c'est justement par rapport à des comportements, des symptômes, des représentations, des impressions, comment est-ce que les différentes personnes qui sont aux prises avec des enfants qui présentent ces comportements-là se débrouillent, prennent des décisions, s'orientent, que ce soit la famille ou des professionnels. Et voilà, une de nos questions, c'était pourquoi est-ce que certains vont faire des efforts pour aller vers tel diagnostic plutôt que tel autre. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur un certain nombre de plans différents. En particulier, puisque notre sujet, on l'a défini aussi à partir de la notion de parcours, qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur les différentes dimensions du parcours des enfants. Alors ces différentes dimensions, vous les avez sur la diapo. On a essayé de s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'organisation familiale et de comment elle peut évoluer. Qu'est-ce qui se passe du côté de la scolarité, des soins, des démarches administratives, donc de croiser comme ça différentes dimensions qui sont assez imbriquées les unes aux autres, mais qui peuvent donner lieu à des configurations assez différentes d'un enfant à l'autre. Une des choses qui nous paraît importante et qui nous intéressait aussi dans cette manière de prendre les choses et le sujet, c'est qu'on est sur un champ professionnel, on l'a dit aussi dans les précédentes interventions, qui est particulièrement clivé. Alors, les précédents intervenants ont insisté pour dire que ces clivages, il fallait aussi essayer de les dépasser pour voilà, proposer des choses nouvelles et pour comprendre les choses de la façon la plus complète possible. Voilà, nous, on s'est confrontés aussi à cette question des clivages, notamment du clivage principal, mais qui pourrait se décliner en plein d'autres clivages entre des professionnels qui ont une approche plutôt psychodynamique et d'autres professionnels qui vont avoir une approche plus comportementaliste, par exemple. Alors, pour vous expliquer un peu concrètement comment on travaille, on est une équipe de sociologues, d'anthropologues, il y avait quelques psychologues dans l'équipe, mais l'essentiel de la méthodologie est une méthodologie sociologique, donc je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens dans la salle qui sont familiers de ces méthodologies. On a travaillé, en l'occurrence, parce qu'on aurait aussi pu travailler d'autres manières, de manière très qualitative, en faisant ce qu'on a appelé des monographies de territoire. Donc on a essayé de choisir des quartiers dans lesquels on allait voir différents acteurs, des centres de soins, des écoles, des familles, quand c'était possible, des travailleurs sociaux aussi. On est une équipe qui est à cheval sur 2 lieux, 2 laboratoires, à Paris et à Lille. Donc on a pris 3 quartiers à Paris et 2 dans le département du Nord. Et donc on essaye de comprendre dans chacun de ces quartiers comment s'articulent les différentes dimensions des parcours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc très concrètement, on va faire essentiellement des entretiens, de l'observation et du recueil de données sur ces différents lieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire, entretien, observation, recueil de données? Ça veut dire d'une part dans les centres de soins, parce que c'était essentiellement presque toujours notre point de départ, faire des observations
Donc des observations de réunions d'équipe et ça dépendait un petit peu des cas, mais dans pas mal de cas aussi, des observations au contact avec les enfants. Donc par exemple quand c'était des activités de groupe qui étaient proposées aux enfants où la place d'un observateur semi-participant était possible, on a pu faire ça aussi. Des entretiens avec les professionnels eux-mêmes sur leurs pratiques, la diversité de leurs pratiques, et des entretiens aussi avec d'autres acteurs. Alors en particulier dans les familles, c'était ce qu'on a essayé de faire de manière assez prioritaire sur les différents terrains. Quand je dis les familles, ça veut dire si possible, plusieurs entretiens dans la famille autour de chaque enfant. Parfois, ça se réduisait à un seul entretien et dans ce cas-là, très souvent, c'est avec la mère. Mais quand on peut, on faisait aussi des entretiens avec d'autres membres de la famille, le père, des grands-parents, des oncles et tantes, des frères et sœurs. Voilà, selon les cas, tout ce qu'on pouvait faire parce que voilà, c'est lié à des méthodologies qu'on a développées auparavant, sur lesquelles j'insiste pas, mais vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Et on a complété ces monographies de territoire avec des entrées complémentaires plus ciblées qui nous permettaient de traiter une partie des questions qu'on n'arrivait pas à traiter sinon, en passant notamment par les maisons départementales des personnes handicapées dans les deux départements où on a enquêté, et aussi en prenant une entrée spécifique TDAH avec une association de parents d'enfants diagnostiqués TDAH pour voir des parcours aussi un peu différents de ce qu'on avait dans la plupart des centres de soins qu'on enquêtait. Et enfin, une consultation plus centrée sur diagnostic et suivi d'enfants agités, là aussi avec pas mal de liens, même si ce n'est pas systématique, avec le diagnostic de TDAH. Donc pour vous donner un très bref aperçu, voilà où on en est pour le recueil du matériau. C'est à peu près terminé, mais pas tout à fait. Ça va l'être là à la fin de l'année civile. Donc beaucoup d'observations, de pratiques professionnelles, des réunions d'équipe, des groupes thérapeutiques, des consultations, des groupes où les parents étaient reçus également, des équipes de suivi de scolarité dans les écoles, des réunions dans les MDPH. Désolé pour le son, j'ai l'impression que c'est un peu fluctuant. Par ailleurs, des entretiens avec des professionnels, alors beaucoup de professionnels qui travaillent dans les centres de soins, mais aussi dans le secteur scolaire et dans les MDPH. Directement, comme je le disais, dans les familles. Ces familles, elles ont été contactées soit par l'association de parents, soit par les centres de soins, soit encore via les MDPH. Et enfin, on a essayé de constituer des bases de données à partir des dossiers quand on pouvait y avoir accès, donc des bases de données cette fois-ci anonymes, en s'appuyant soit sur des fiches de première demande, soit sur les dossiers des enfants qui étaient suivis. Donc voilà un peu l'ensemble du matériau. Je ne vais évidemment pas vous parler de tout ça aujourd'hui, mais je vais essayer d'en tirer quelques enseignements. Donc je vais procéder en 4 points qui seront plus ou moins développés. Un premier point un peu général pour vous présenter plusieurs manières d'aborder ces questions d'agitation en sociologie. Un point rapide sur la question des conceptions et des pratiques des professionnels, et puis 2 points un petit peu plus développés. L'un sur les configurations relationnelles entre enfants, famille, école, soins. Et puis un dernier point sur la question plus spécifique des parcours. Alors, premier point sur les approches un peu sociologiques de l'agitation. J'ai repris une tripartition qu'on pourrait retrouver sur d'autres sujets. Ce n'est pas propre à ces recherches sur l'agitation, ni même sur la santé en sociologie. Il y a une première approche qui est sûrement la plus développée, qu'on trouve le plus dans la littérature sociologique sur ces questions, qu'on pourrait résumer en termes de construction sociale des troubles. Donc, les sociologues raisonnent souvent en termes de construction sociale, c'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre pourquoi, à un moment donné, dans certaines sociétés, on se met à s'intéresser d'une façon particulière à des problèmes, soit sous la forme d'un diagnostic, soit sous la forme de politique publique, ou en créant des institutions, et très souvent par différents aspects qui se développent de manière concomitante. Donc sur ces questions d'agitation et de diagnostic, il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé de réfléchir de cette façon-là en se disant pourquoi est-ce qu'à un moment donné on construit quelque chose socialement, on construit une visibilité, on construit une importance autour de questions qui auparavant n'en avaient pas ou en avaient beaucoup moins. Ça peut se faire sous des aspects assez différents. Alors par exemple sur la question du TDAH qui a été pas mal étudié dans les sciences sociales, il y a souvent une optique
qui est une optique, un raisonnement en termes de médicalisation. Les sociologues vont souvent dire sur telle ou telle question, il y a un moment donné où on va médicaliser des questions qui auparavant n'étaient pas vues comme spécifiquement médicales. Par exemple, certains types d'échecs scolaires vont tout d'un coup être analysés en des termes médicaux. Il y a des professionnels du soin qui vont se saisir de ces problèmes-là. Ça va donner une visibilité à cette façon de comprendre les choses-là. Et le TDAH, il a parfois été analysé de cette façon-là, en disant, par exemple, cette médicalisation, elle est liée à des enjeux qui sont pour partie propres à l'institution scolaire, qui a du mal à faire face à certains comportements, parce que aussi on est dans une période où il y a beaucoup d'élèves par classe, où ce qui est demandé par l'enseignant est différent de ce qui était demandé 20-30 ans auparavant. Donc voilà, des questions propres à l'institution scolaire. Des questions propres aussi dans certains travaux qui sont renvoyés à l'industrie pharmaceutique, en disant voilà, il y a des intérêts économiques qui font que prendre le problème de telle ou telle façon, c'est pas anodin économiquement, ça favorise certains acteurs. Et on peut aussi analyser ça, toujours en termes de construction sociale des troubles, en regardant des intérêts cette fois-ci plus professionnels, en disant il y a des professionnels qui, tout d'un coup, vont acquérir plus de visibilité, de reconnaissance, de légitimité, parce qu'ils vont porter une manière de voir les problèmes qui, par ailleurs, répond à des problématiques institutionnelles, sociales, comme je l'ai dit juste avant, et qui, du coup, vont développer une certaine manière de voir les troubles. Alors, derrière ces approches, il peut y avoir un regard plus ou moins critique. Il peut y avoir un regard très critique en disant les catégories qu'on a construites, elles ne tiennent pas vraiment scientifiquement, mais elles répondent uniquement à des intérêts. On peut avoir aussi un regard plus nuancé en disant on ne dit pas que scientifiquement il y a une erreur ou que c'est faux de présenter les choses de telle ou telle façon, mais si ça émerge de façon si forte à un moment donné, c'est aussi que ça rencontre d'autres formes d'intérêt et ce n'est pas uniquement la logique scientifique qui décide de la temporalité et du moment où on s'intéresse à ces questions-là. Donc ça, c'est un premier ensemble d'approches. Deuxième ensemble d'approches, moins développé mais quand même aussi assez investi, une approche qu'on pourrait appeler production sociale des troubles, avec une idée assez différente, qui n'est pas que, en gros, comme dans la construction sociale des troubles, il y a depuis très longtemps un certain type de comportement et tout d'un coup, on s'y intéresse et on a une nouvelle grille de lecture, mais plutôt prendre au sérieux l'idée que certaines manifestations, en particulier dans le champ de la santé mentale, apparaissent à des périodes données et étaient, sinon inexistantes, du moins beaucoup moins présentes dans les décennies précédentes. Et les sociologues vont essayer de relier ça à des évolutions sociales, à des processus sociaux, en disant, par exemple, qu'il va y avoir dans les grandes régulations sociales, à un moment donné dans une société donnée, des impératifs par rapport auxquels les individus vont se positionner. Donc, par exemple, les travaux de Ian Hacking, qui a une position un peu particulière entre philosophie et sciences sociales, va dire dans les sociétés, il y a ce qu'il appelle des niches écologiques, c'est-à-dire plein de processus sociaux qui à un moment se mettent ensemble pour qu'il y ait des comportements particuliers qui puissent se développer. Donc il a développé ça sur différentes pathologies en santé mentale, ce qu'il a appelé notamment les maladies mentales transitoires, en disant il y a des périodes où tout d'un coup on se met énormément à parler de certains comportements et puis c'était pas le cas avant et ça va être beaucoup moins le cas après. Et lui, il dit il faut prendre ça au sérieux. C'est pas une lubie des professionnels qui tout d'un coup voient quelque chose qui a toujours existé ou qu'ils inventent et qui n'existera plus après. C'est effectivement que les formes de mal-être sont exprimées d'une manière spécifique en fonction du contexte social et culturel. Donc il a pris des exemples comme par exemple il a fait un livre sur ce qu'il appelle les fous voyageurs. Il mentionne aussi l'hyperactivité dans un de ses écrits sur ces questions-là. Alors on pourrait, et par exemple Alain Ehrenberg a essayé de le faire, effectivement sur la question de l'hyperactivité, essayer de montrer que la société actuelle, notamment ce que dit Alain Ehrenberg, pour le dire très très rapidement, c'est que en passant d'une société très fondée sur l'obéissance à une société qui valorise beaucoup plus l'autonomie,
on impose, on a des injonctions qui vont vers les individus qui sont très très différentes, et les injonctions actuelles avec une société fondée sur l'autonomie, ça va être beaucoup plus de demander aux individus de se prendre en main eux-mêmes, de construire eux-mêmes leur vie, de faire des projets, de s'autoréguler, de montrer dans les interactions leur capacité à se maîtriser eux-mêmes, et que par rapport à ça, eh ben, on a une polarisation qui se crée, des individus qui rentrent très bien dans ce nouveau moule et qui du coup sont à l'aise dans ce qui est demandé dans les relations sociales, et des individus qui ont du mal par rapport à ça et qui peuvent du coup développer des formes de mal-être ou de marginalité par rapport à ça, qui peuvent, pourquoi pas, s'exprimer dans des formes d'agitation ou d'hyperactivité. Donc cette optique de production sociale des troubles, vous le voyez, elle n'est pas spécifiquement contradictoire avec une logique de construction sociale des troubles, mais elle met l'accent sur complètement autre chose. Sur la manière dont les troubles s'expriment de manière différente selon le contexte culturel et social. Troisième approche, qui est l'approche que nous, on a privilégiée, même si on a essayé de tirer parti des autres approches aussi, une approche en termes d'usages sociaux des troubles, avec l'idée de dire qu'à un moment donné, il y a des grilles de lecture concurrentes par rapport à différents phénomènes qui existent, et que ces grilles de lecture concurrentes, elles sont très liées les unes aux autres, et que adopter plutôt une grille de lecture plutôt qu'une autre, c'est toujours un positionnement aussi relatif. C'est-à-dire que pour les professionnels comme pour les individus concernés et leurs familles, adhérer à une certaine manière de penser des problèmes auxquels ils ont affaire, c'est des manières de se positionner. Et ces positionnements, ils ne se font pas uniquement dans le champ pur de la santé, en disant voilà, moi je pense que mon enfant a un TDAH et pas un trouble des conduites et pas autre chose, mais c'est aussi de manière beaucoup plus générale, parce que ces manières de décrire les comportements, et là encore en particulier dans le champ de la santé mentale, c'est toujours aussi relié à plein d'autres enjeux. Des enjeux qu'on pourrait qualifier de manière très générale d'enjeux moraux, c'est-à-dire que quand on qualifie un comportement avec un diagnostic, il y a plein de connotations qui sont liées à cette manière de penser les choses et qui ont des répercussions morales sur la manière dont on présente son enfant, par exemple dans le cadre familial. Et puis ça a des enjeux aussi très très forts, parce que par rapport à la manière dont on définit les choses dans le domaine du soin, il va y avoir des conséquences en termes de scolarité, en termes administratifs, etc. Donc voilà, il y a plein de répercussions. Et les personnes qui sont confrontées à ces questions-là, elles ont forcément, en partie, même si elles peuvent avoir une vision tout à fait faussée des mécanismes, mais elles ont tout ça en tête. Adhérer à une manière de penser les troubles, c'est aussi adhérer à une manière de décrire par exemple son enfant, c'est aussi une manière de se faire des représentations sur quel va être son avenir, comment ça va se passer à l'école, etc., etc. Donc on essaye de prendre tout ça en compte quand on a une approche en termes d'usages sociaux des troubles, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait, quels usages sociaux vont être faits du fait de qualifier les choses de telle ou telle manière, et encore une fois, parce que je pense que c'est important, d'adhérer plus ou moins étroitement à une manière de présenter les choses. En lien avec ça, on a développé dans l'équipe depuis un moment une notion qui nous sert essentiellement à comprendre comment les familles se positionnent par rapport à des qualifications, des étiquettes, des diagnostics, etc., qui est la notion de théorie diagnostique, que je vous présente là sur la diapo, qui sont des constructions intellectuelles qui sont produites par des personnes prises pour elles-mêmes ou pour un proche dans des problèmes rapportés à la santé, la maladie, le handicap, pour donner du sens et faire face à ces problèmes. Et on a insisté là-dessus parce qu'il nous a semblé que c'était important de proposer une notion un peu différente de la notion très générale, très fourre-tout de représentation. Parce que quand on parle de représentation sociale ou de représentation culturelle, on met ensemble indifféremment des personnes qui sont confrontées à un problème et des personnes qui ne le sont pas. Donc, par exemple, on peut faire une enquête sur les représentations, sur l'agitation en population générale, et puis on va voir qu'il y a des représentations différentes selon le milieu social ou selon le genre, etc.
Ça va pas être la même chose quand on s'intéresse à des gens qui sont confrontés, soit pour eux-mêmes, soit par rapport à des proches, aux problèmes sur lesquels ils se font justement des formes de représentation. Parce que quand on est confronté à un problème, on n'a pas seulement cette idée, notamment de positionnement moral, de connotation morale, mais il y a plein de choses plus matérielles qui sont directement liées à la façon de penser des problèmes. Donc il nous a semblé que parler de théorie diagnostique, ça permettait de mettre davantage l'accent sur le fait que, certes, ces théories, elles vont être liées à la manière dont on a été socialisé, éduqué, au milieu social dont on vient, à la société dans laquelle on vit, mais aussi à ce qu'on imagine de ce qui va se produire si on pense les choses de telle ou telle manière. Attention de nouveau, je fais une nouvelle et dernière nuance, ça ne veut pas dire que les théories diagnostiques, ce sont des manières entièrement stratégiques de penser les choses. Ça ne veut pas dire « je vais me persuader que mon enfant il est comme ça je vais avoir une vision plus optimiste de l'avenir, comme ça je vais pouvoir avoir une allocation ou je ne sais quoi ». Tout est mêlé. Le sens qu'on donne, la connotation morale que ça donne, les ouvertures qu'on pense que ça va donner en termes administratifs, scolaires, économiques, etc. Tout ça se mêle et ça fait que ça ne peut pas être entièrement stratégique parce que, aussi dans la plupart des cas, c'est des questions trop importantes de donner du sens à des problèmes qui font qu'on ne va pas avoir une optique purement utilitariste et stratégique de ces choses-là. Donc c'est un peu entre les deux. C'est à la fois des choses qui nous dépassent, qui viennent de la manière dont on perçoit le monde et grilles de lecture qu'on a de manière très générale, mais c'est aussi lié aux enjeux dans lesquels on est pris à un moment donné et à ce qu'on va pouvoir obtenir ou non en fonction de la manière dont on décrit les choses. Alors j'avance un petit peu, un premier point, un deuxième point en fait, c'est mal numéroté, qui va être très rapide sur les conceptions et pratiques des professionnels du soin. C'est un des enjeux de notre recherche, mais je vais passer rapidement dessus. Ce qui nous a semblé frappant sur ce point-là, c'est combien le débat, et notamment les discours aussi dans les entretiens, sont fortement clivés sur ces questions-là, notamment sur la question de l'hyperactivité. Est-ce que c'est un vrai diagnostic? Est-ce que c'est simplement un symptôme parmi d'autres? Est-ce que c'est un mot qu'on utilise ou pas? Donc là, vous allez avoir des positionnements professionnels très très clivés. Et si on confronte ça aux pratiques, il reste des oppositions importantes, mais dans les pratiques, ce qu'on va voir beaucoup plus, c'est des bricolages, énormément de bricolage. Alors, au sein des équipes, on peut avoir des positionnements un peu différents, des gens aussi qui vont dire en réunion de synthèse, qui vont affirmer une position très nette, et puis en entretien dire bon, voilà, ici on fonctionne comme ça, mais moi précédemment, dans mon équipe précédente, on fonctionnait pas comme ça, et finalement, je trouve que c'est intéressant de mêler un peu les différents points de vue. Donc voilà, plein de bricolages, des bricolages aussi dans les manières, dans les prises en charge qui sont proposées. Quand on fait parler les professionnels sur pourquoi ils ont choisi telle et telle médiation par exemple, on va se rendre compte qu'ils peuvent sortir du cadre théorique qu'ils vont décliner quand on leur pose la question et finalement emprunter à différents cadres à ce moment-là. Donc voilà, un premier résultat assez basique sur ce point-là. Deuxième point sur lequel je vais insister un petit peu plus, ce qu'on a appelé les configurations relationnelles et leurs variations locales et sociales. On a un jeu avec de multiples acteurs, donc chaque acteur a une vision partielle du jeu, c'est ça qui fait que c'est assez compliqué. Les familles, les écoles, le soin et des acteurs aussi administratifs comme la MDPH, il y a des relations à la fois bilatérale, c'est-à-dire que par exemple la famille va être confrontée parfois directement à un centre de soins avec lequel elle va essayer de comprendre ce qui se passe, essayer éventuellement de négocier des choses et puis par ailleurs négocier avec l'école. Et puis des moments où on a des négociations ou en tout cas des interactions qui sont plus multilatérales. Alors ça peut être le cas par exemple quand il y en a dans les équipes de suivi de scolarisation, où il peut y avoir quelques moments comme ça où différents acteurs se rencontrent. Et c'est compliqué pour les différents acteurs, notamment pour les familles dont on a essayé de creuser un peu le point de vue, parce que c'est des choses assez différentes qui se jouent
dans ces relations bilatérales, et quand ça devient multilatéral, ça peut être assez compliqué. Alors de manière plus générale, c'est là-dessus que je veux insister, on a essayé de mettre en avant l'existence de configurations particulières de soins, c'est-à-dire que d'un quartier à l'autre et même d'un centre de soins à l'autre, on a un ensemble d'éléments qui vont avoir plus de probabilité de se retrouver ensemble que dans d'autres configurations. On va avoir par exemple des lieux qui, certes, ont par exemple une approche particulière de ces questions-là, qui peut être, je ne sais pas, une approche psychodynamique par exemple, mais d'autres caractéristiques vont y être associées. On va par exemple, dans certains lieux, parce que c'est implanté dans un quartier particulier, trouver essentiellement, voire presque uniquement, des familles de milieux populaires, ou des familles qui ont des caractéristiques particulières, qui sont par exemple très loin du soin, qui n'ont pas réussi à accrocher à d'autres formes de soins qu'on leur avait proposées avant. On va avoir des types de parcours scolaires pour les enfants qui sont particuliers aussi, avec dans certains cas beaucoup d'enfants qui ont une reconnaissance de handicap et qui sont dans un cursus scolaire spécialisé, et dans d'autres cas beaucoup moins. Des rapports différents aussi par rapport aux différentes possibilités de scolarisation ou, je sais pas, de recours au secteur uniquement sanitaire via un hôpital de jour, etc. Alors, pour essayer d'illustrer ça, rapidement, je vous donne un exemple de configuration qu'on a développée à partir de la recherche sur un centre de soins. Essayer de le caractériser en parlant de proximité clinique et de distance sociale. Donc c'est un centre de soins qui a différentes singularités, mais je ne vais pas entrer trop dans le détail, qui a une très forte implication à la fois auprès des enfants et des écoles. C'est une des particularités, c'est que les professionnels se déplacent énormément dans les écoles, sont très présents dans les équipes de suivi de scolarisation, font venir aussi, quand ils le peuvent, les professionnels des écoles avec lesquels ils sont en lien dans leurs locaux pour discuter, et qui reçoivent aussi un public particulier, qui reçoivent des enfants agités pour toutes sortes de raisons différentes, qui ont de manière assez forte une approche psychodynamique par rapport à ces questions-là, mais qui reçoivent aussi un public particulier, qui le disent eux-mêmes, qui disent « nous, on est spécialisés dans les familles précaires, dans les familles très souvent immigrées, dans les familles qui n'ont pas accroché à d'autres soins, dans les familles difficiles, donc les gens pensent à nous ». Quand non seulement l'enfant présente certaines difficultés, notamment à l'école, mais aussi quand la famille présente certaines caractéristiques et certaines difficultés. Le travail qui est mené, le travail psychique, est relativement peu visible. Ça se fait à travers un travail surtout de groupe, à travers des médiations souvent ludiques. Il est assez peu visible de l'extérieur, notamment peu visible du point de vue des familles. Quand on va faire les entretiens avec les familles, qui en plus sont très loin des soins, en général, elles ne comprennent pas bien ce qui est fait, elles ne sont pas capables de dire en quoi c'est du soin, qu'est-ce qui se passe dans cette structure pour leurs enfants. Et finalement, c'est là-dessus que je vais insister, ce qui se passe dans ce genre de structure, c'est un travail sur les familles, beaucoup plus qu'un travail avec les familles. Or, si vous écoutez ce qu'on nous dit dans les politiques publiques, les centres de soins et beaucoup d'autres professionnels, on les enjoint à travailler avec les familles, de faire des familles des partenaires. Or là, pour plein de raisons, les familles ne peuvent pas être de véritables partenaires. Justement, comme je vous l'ai expliqué, parce que ce n'est pas n'importe quelle famille. Donc par rapport à ça, cette injonction à faire des familles le plus souvent possible des partenaires et à instituer un travail avec les familles plutôt qu'un travail sur les familles, ça demande un contexte particulier. Ça demande certaines ressources qui sont, pour aller vite, des ressources aussi sociales du côté des familles particulières. Et sans ce contexte-là, le travail avec les familles ne veut pas dire grand-chose. Donc là, je voudrais défendre l'idée que dans certains contextes, un travail sur les familles, bien qu'il soit par beaucoup d'aspects assez décrié, c'est une manière de travailler avec des familles que sinon on ne verrait pas. Donc dans ce cas, par exemple, je vais juste prendre un tout petit exemple qui peut paraître anecdotique, les soignants disent souvent qu'il faut aller chercher ces familles, il faut aller chercher les enfants. Et donc par exemple, ils vont être d'accord pour aller chercher physiquement les enfants.
à l'école, dans les familles, etc. Avec tous les problèmes que ça pose d'accompagnement, que d'autres centres de soins ne veulent pas faire, parce que c'est compliqué, et aussi pour des raisons plus théoriques et de cadre de soins. Dans ce cas-là, les soignants ont décidé collectivement qu'on pouvait aller chercher les enfants et que le fait d'aller les chercher physiquement, c'était aussi une manière d'aller chercher au sens plus métaphorique, plus symbolique, des familles qui sont loin du soin, pour des questions psychiques, parce que c'est des familles qui, dans le discours de ces soignants, dysfonctionnent, mais aussi très clairement aux yeux du sociologue pour des raisons sociales, parce que être loin du soin, c'est aussi être situé dans certaines fractions de l'espace social où le rapport aux soins, aux médecins, au centre de soins est compliqué, voilà, pour plein d'autres raisons. Bon, je passe sur cet exemple et j'en viens au dernier point, sur la production sociale de parcours différenciés. On est dans un cadre, pour aller très vite là aussi, je vais caricaturer un petit peu et les choses sont en mouvement perpétuel, donc il faudrait être beaucoup plus fin que ça. On est dans le cadre français, un cadre assez spécifique où les centres de soins de proximité publics fonctionnent encore pour une majorité d'entre eux avec des approches psychodynamiques qui vont prendre en compte l'agitation d'une manière particulière. Ça va être très différent dans d'autres contextes, je le dirai rapidement à la fin, on est en lien avec des équipes dans d'autres pays où c'est rigoureusement l'inverse, où les centres de soins publics de proximité vont avoir tendance à diagnostiquer très très vite, à proposer très vite des médicaments en lien avec le TDAH dans le cas de l'agitation. On n'est pas dans ce cadre-là en France, il y a quelques lieux de soins de proximité qui sont plus sur cette logique-là, mais ils ne sont pas majoritaires. Pour comprendre le parcours des familles dans l'ensemble de ce qu'il leur est proposé, il faut prendre en compte le fait que dans beaucoup de cas, dans une majorité de cas, les familles dont un enfant a des difficultés de comportement à l'école vont être prioritairement d'abord orientées vers des centres de soins qui ne vont pas tout de suite essayer de poser un diagnostic, qui ne vont pas tout de suite et même dans beaucoup de cas jamais proposer une prise en charge médicamenteuse et qui vont plutôt chercher à faire de la psychothérapie, à travailler par la parole, par des groupes, etc. Comment est-ce que les familles réagissent ? De plein de manières différentes. Il y en a qui trouvent ça très très bien, il y en a qui ne comprennent pas trop ce qui est fait, il y en a qui sont très critiques par rapport à ce qui est fait mais qui veulent tenter quand même le coup et qui restent pendant un moment, il y en a qui font rupture et qui se fâchent assez vite avec les centres de soins, donc vous avez des parcours assez différents qu'on peut mettre en lien de manière là encore assez grossière et après on peut rentrer dans les détails avec les ressources sociales des différentes familles. Donc par rapport à ça, ça a été assez intéressant de faire la recherche, de regarder un peu des parcours un peu longs avec ces familles qui étaient adhérentes de cette association qui promeut le TDAH. Dans ces familles-là, très souvent, ce qu'on nous a raconté, c'est un passage par un centre de soins de proximité, un CMP, un CMPP, une rupture au bout d'un an ou deux, des familles qui ne se reconnaissaient pas du tout dans ce qui était proposé, qui trouvaient que c'était incroyable, que les professionnels ne voulaient pas entendre parler de diagnostic, etc. Et qui, après, ont fait des pieds et des mains, parfois en utilisant justement des ressources en temps, en argent, en réseau social assez importantes pour pouvoir atteindre d'autres types de professionnels qui ont proposé une autre lecture des troubles auxquels ces familles ont adhéré. Alors c'est compliqué, hein, c'est ce que je disais quand on regarde dans le détail, c'est pas forcément des familles qui sont complètement fâchées avec une première approche et qui adhèrent complètement à une autre. Souvent elles aussi, elles bricolent énormément et elles prennent différentes façons de comprendre les choses en fonction des différents lieux où elles sont allées. Mais il nous a semblé assez intéressant de remarquer que c'était pas n'importe quelle famille, que dans l'ensemble des familles qu'on avait rencontrées, celles-là, elles étaient très particulières. C'était des familles beaucoup plus dotées en différents types de capitaux, notamment en des capitaux assez économiques. C'était des familles... alors, c'est aussi parce qu'elles ont répondu à notre enquête. Il y a d'autres biais qui font qu'on tombe essentiellement sur ces familles-là, mais le discours qu'elles produisent, le discours critique, notamment par rapport au premier centre de soins qu'elles ont rencontré, il est en affinité avec leur vision plus large du monde social qu'elles peuvent avoir, qui est elle-même assez liée à leur position sociale et aux différents capitaux qu'elles possèdent. Il nous a semblé, là encore c'est des choses à affiner, mais c'est des pistes de recherche qu'on retrouve aussi dans d'autres travaux,
que du côté de milieux favorisés, mais de milieux favorisés avec ce qu'on appelle en sociologie beaucoup de capital culturel par rapport au capital économique, on pouvait avoir pour le coup beaucoup plus de proximité et une adhésion beaucoup plus franche, beaucoup plus fréquente, avec des approches psychodynamiques et avec ce qui est proposé, notamment dans beaucoup de CMP et de CMPP. Donc il y a des affaires là derrière aussi, pas seulement, mais il y a des affaires de ressources sociales. Du côté des familles avec moins de ressources, qu'on appelle, pour aller vite, souvent en sociologie, les familles populaires ou les familles des classes populaires, on a là aussi une diversité de positionnement. On a ceux dont je parlais un peu tout à l'heure qui sont très éloignés des soins, qui ne vont venir aux soins dans pas mal de cas que parce que l'école dit c'est plus possible. Si vous ne faites pas quelque chose, votre enfant il va être orienté, on ne va pas pouvoir le garder, etc. Donc ils vont vers les soins à reculons, qui peuvent parfois adhérer à ce qu'il leur est proposé, qui peuvent ne pas bien comprendre, qui peuvent rester critiques. Dans beaucoup de cas, dans ces milieux-là, ce qui va compter, plus qu'avec d'autres milieux, c'est la relation individuelle, la relation duelle avec un soignant rencontré. C'est souvent dans ces milieux-là, ce qui compte, c'est de faire confiance à une personne, plus qu'à un système ou à une institution, ou à une approche, ou à une théorie. La relation duelle avec le premier soignant rencontré ou le directeur du centre de soins va beaucoup compter. Dans ceux qui viennent plus facilement vers les soins, vous allez pouvoir avoir différentes postures aussi. Assez souvent, plus souvent que dans des milieux plus favorisés, vous allez avoir des formes de compliance, c'est-à-dire, d'accord, on fait ce qu'on nous demande, à peu près. On nous demande de venir, on nous demande d'amener l'enfant. Ok, on le fait sans adhérer, sans forcément bien comprendre, mais aussi parce que ça va être utile vis-à-vis de l'école de dire on a fait ce que vous nous avez demandé. Donc là, c'est des situations qui peuvent être compliquées à gérer pour les soignants, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont peu investis, qui sont pas directement dans la critique, qui sont pas non plus dans l'adhésion, qui disent voilà, on me demande de faire ça, ok, je fais ça, et ça peut durer un certain temps. Et puis dernier point, après je vais m'arrêter. Ce qui nous a semblé intéressant, ce que je vous ai dit juste avant, c'est qu'il y a des effets de socialisation, c'est-à-dire selon la manière dont on a été socialisé, selon le milieu dans lequel on grandit, on ne voit pas de la même façon certaines approches, certaines étiquettes, certaines qualifications, certains diagnostics. Bon, okay, c'est des effets de socialisation qui sont assez bien connus. Il y a aussi dans le travail des centres de soins notamment des effets de contre-socialisation qui sont intéressants. C'est-à-dire que ce qui est proposé dans les groupes, dans les ateliers, dans la manière de parler aux enfants, c'est bien sûr du travail psychique, du travail de soins, mais c'est aussi un travail qui joue sur d'autres dimensions. Et le rapport, je ne sais pas, réflexif à soi-même, c'est quelque chose qui dépasse le cadre des soins. C'est quelque chose, par exemple, apprendre à parler de soi, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à maîtriser ses affects, ses comportements. C'est quelque chose qui a une valeur sociale aussi, et pas seulement une valeur psychique. Donc, ce qui nous a intéressés, c'est de voir comment certains enfants issus de milieux plutôt défavorisés peuvent accrocher aux soins aussi dans une dynamique de transformation de soi, mais de transformation donc de l'avenir social, dans une logique de mobilité sociale ascendante. Alors ça se voit plus chez des un peu plus grands, notamment chez des adolescents. Donc on avait fait une recherche un peu connexe à celle-là, où on avait remarqué que notamment des jeunes filles qui étaient dans une logique déjà un peu amorcée d'ascension sociale par l'école, de début de rupture avec un milieu social très défavorisé, pouvaient accrocher aux soins aussi par cet aspect-là d'accompagnement d'une ascension sociale et d'une rupture par rapport au milieu familial. Par contre, on va avoir d'autres profils où cette proposition en fait un peu de rupture par rapport au milieu social, elle va être au contraire mal vécue. Elle va être vécue un peu comme un sentiment de trahison, alors en particulier par plutôt cette fois-ci des jeunes garçons qui ont investi, qui ont beaucoup de liens forts avec ce qui caractérise ce milieu-là et pour qui le début de rupture par rapport aux normes dominantes dans ce milieu-là va être particulièrement difficile à faire. Voilà, pour terminer, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, les prolongements de cette recherche qui n'est pas tout à fait terminée mais qui touche quand même à sa fin, c'est de creuser les perspectives internationales qu'on commence à avoir. On est en lien avec des équipes
au Brésil, au Chili et en Suède qui travaillent à peu près sur les mêmes questions et qui montrent des situations très fortement différentes, des façons non seulement de comprendre l'agitation, mais des liens entre les parcours scolaires, les parcours administratifs et les parcours de soins qui sont assez différents. Donc ça nous intéresse bien de creuser ça et on essaye de construire des partenariats en ce moment avec des professionnels du soin et des nouveaux partenariats entre sciences sociales et soignants, notamment dans le domaine de la psychologie, parce que c'est quelque chose qui a été quand même investi à certains moments dans la recherche en France, mais qui est très peu investi aujourd'hui et il nous semble qu'une réflexion là-dessus, ça peut être intéressant. Voilà, merci beaucoup de votre attention.